Sous leurs abus, une femme meurt tous les 3 jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables. La honte que subissent ces femmes, cette honte doit devenir celle de ces auteurs de violence. Et c'est surtout une honte civique et politique, une honte nationale. La France compte 36 000 monuments aux morts. C'est pas compliqué, ça fait en gros un monument aux morts par commune française. Si vous vivez en zone urbaine, il y a de très grandes chances que vous viviez à peine quelques centaines de mètres de celui de votre ville. C'est-à-dire que chaque Française et chaque Français a, en grosse moyenne à 1 kilomètre de son domicile, un monument lié à une guerre, une bataille ou un épisode de répression coloniale. Un monument avec des noms gravés dessus, un endroit où tout le monde peut aller se recueillir et où est organisée au moins une cérémonie par an. Vous pouvez faire le test d'ailleurs, chercher le monument le plus proche de chez vous et puis calculer la distance entre votre maison et le monument et vous verrez. Et d'ailleurs, en vrai, si vous avez fait ça, dites-moi dans les commentaires le chiffre que vous avez trouvé parce que ça peut être marrant. Bon, maintenant il y a un autre test qui peut être intéressant à faire mais peut-être un peu moins facile. Ce coup-ci, allez chercher s'il y a, à une distance plus ou moins grande de chez vous, un monument aux victimes de viol. Alors il vous paraît certainement absurde ce test et c'est pourtant exactement celui qu'a voulu faire à Minneapolis l'organisatrice communautaire Sarah Super après avoir lu Trauma and Recovery de Judith Herman. Dans un des chapitres de ce livre, qui est un livre majeur de la psychologie du trauma dont j'ai parlé dans plein de vidéos, Judith Herman compare le viol avec le combat militaire. Et notamment, à un moment, elle y décrit ce que le mémorial des vétérans du Vietnam à Washington fait concrètement pour celles et ceux qui reviennent de la guerre. Elle explique l'intérêt immense qu'il y a pour ces personnes-là d'avoir accès à un monument qui soit à la fois un lieu de reconnaissance publique, de pèlerinage et de réparation. Bon, vous l'avez sans doute deviné, mais si Sarah Super lisait Trauma and Recovery à ce moment-là, c'est pas par curiosité académique. Il faut savoir que plusieurs années auparavant, elle a été violée par son ex-compagnon sous la menace d'un couteau. Et si cette expérience peut sembler banale, évidemment beaucoup trop banale et malheureusement banale, il se trouve que justement tout ce qui a suivi l'événement ne l'a pas du tout été. Parce que Sarah Super, elle a vécu les suites de son viol comme énormément de victimes auraient aimé les vivre. Elle explique que, probablement parce qu'elle vivait dans un quartier blanc et bourgeois, la police allait arriver en à peine quelques minutes, et comme son ex s'était enfui, on l'a attrapée à l'issue d'une course-poursuite sur l'autoroute. À la suite de quoi, Sarah Super a été reçue avec respect et professionnalisme par la police. Le procureur et la juge chargés de son affaire l'ont immédiatement prise au sérieux, et son agresseur, il a plaidé coupable et puis il a été condamné à 12 ans de prison. Une peine qui, selon ses propres mots, était tout à fait proportionnelle à la gravité de ce qu'elle avait vécu. Bref, tout le parcours judiciaire qui a suivi son viol s'est fait dans les meilleures conditions que le système aurait pu lui offrir. Et il faut bien comprendre que ce parcours-là, statistiquement, il n'existe pas. Sarah Super, c'était la victime parfaite avec le parcours judiciaire parfait. Mais bizarrement, c'est pourtant elle qui va refermer le livre de Judith Herman en se demandant où est son monument. Et c'est aussi elle qui va aller jusqu'à le faire construire. Il se trouve que l'organisation communautaire, c'est littéralement son métier à Sarah Super, et donc elle monte une association qui s'appelle Break the Silence, et elle fait campagne pendant des années avant de réussir à convaincre la ville, puis à collecter les fonds pour le faire. Et donc en octobre 2020, à Minneapolis, dans un parc au bord du Mississippi, le premier mémorial permanent dédié aux survivantes et aux survivants de violences sexuelles des États-Unis est inauguré. Alors la question c'est: pourquoi est-ce que la personne qui a eu à ce point-là besoin d'un monument qu'elle s'est retrouvée à passer des années de sa vie à le construire, c'est pile celle pour qui le système judiciaire a le mieux fonctionné? C'est-à-dire que ça nous interroge à un endroit assez inhabituel. Si même une victoire judiciaire aussi complète que la sienne l'a laissé avec un besoin pareil, on peut se demander si finalement son besoin il était vraiment de nature judiciaire. Et si c'était bien le cas, alors ça veut dire quoi, avoir besoin de justice? Comme les choses sont bien faites, c'est là aussi en lisant Judith Herman qu'on va le mieux pouvoir s'approcher d'une réponse. Judith Herman, elle a aujourd'hui 84 ans. Elle a passé sa vie clinique avec des victimes de violences sexuelles et domestiques, elle a écrit le livre de référence absolu sur le trauma, elle a inventé la moitié des concepts avec lesquels on en parle aujourd'hui, et en 2023, elle a publié Truth and Repair, un livre qui n'est à ce jour toujours pas traduit en français. Et qui, évidemment, tout comme Trauma and Recovery avant lui, est un banger. Son geste de base, il est extrêmement simple. Elle va partir d'un constat qui est très pénible à faire. En l'espace de 2 siècles et demi, la psychiatrie a étudié les victimes, les tribunaux les ont convoquées et les philosophes ont théorisé la peine de leur agresseur. Sauf que personne, nulle part pendant tout ce temps-là, n'a posé aux victimes la question la plus importante:
qu'est-ce qui rendrait les choses le plus juste possible pour vous? Bon, évidemment, pendant ses 60 ans de clinique, Herman, elle l'a posé cette question. Et là, spécifiquement pour ce travail, elle a décidé d'interroger 30 survivantes et survivants de violences sexuelles, dont 26 femmes et 4 hommes. Et son échantillon, elle l'assume dès la note de méthodologie, il n'est pas du tout représentatif. C'est-à-dire qu'elle a interrogé des gens qui sont plus diplômés que la moyenne, et surtout qui, pour la moitié d'entre eux, sont allés jusqu'à la plainte, et pour un cinquième, jusqu'à la condamnation de leur agresseur. Ça, encore une fois, ce sont des taux qui n'existent nulle part dans la vraie vie. Mais justement, c'est ça qui est important. Elle a précisément interrogé les gens pour qui le système a le mieux marché. Si ces gens-là, ils continuent de demander des trucs en plus pour avoir un sentiment de justice, personne pourra mettre ça sur le compte de leur aigreur suite à un procès qu'ils auraient perdu ou qu'ils n'auraient pas pu mener jusqu'au bout. Et donc, elle a demandé à ces personnes-là de réfléchir à ce que pourrait supposer pour elles, dans leur situation, la notion de justice. Mais avant de vous dire ce qu'elles ont fini par répondre, c'est important de chercher d'abord à comprendre comment, collectivement, on anticipait leurs réponses. Parce qu'en réalité, la question « qu'est-ce qui serait juste pour vous ?», la société y a déjà répondu à la place des victimes depuis bien longtemps, et évidemment sans les consulter. C'est un truc qui a déjà été étudié 1000 fois et que vous avez pu observer très récemment avec la question de la perpétuité pour les viols de mineurs en série. Il se trouve que c'est un pur hasard que je fasse ces deux vidéos là maintenant parce qu'elles sont écrites depuis le 15 juillet, et donc une semaine avant tout ce débat. Bref, c'est quelque chose qui a été démontré depuis longtemps et qui continue de l'être aujourd'hui. Quand on demande aux gens qui ne sont pas concernés ce que veulent les victimes, la réponse elle est spontanée et elle est quasiment unanime. Ce que veulent les victimes, c'est la punition de leur agresseur. La prison, la peine la plus lourde possible, en quelque sorte, ce qu'elle voudrait, c'est une forme de vengeance encadrée par l'État. Ce que le débat public colle sur les personnes victimes de violences sexuelles, c'est une demande de justice très construite, mais qu'elles n'ont jamais formulée. Et à partir de cette demande, ce que le système va faire, c'est qu'il va produire l'offre de justice qui en émane. Et donc avant même que les survivantes et les survivants ou les collectifs qui les représentent aient pu revendiquer quoi que ce soit, il y a déjà une réponse qui leur est faite. Ce que vous voulez, c'est de la justice, donc vous voulez une condamnation, et donc il faut que vous nous laissiez faire et que vous restiez à notre disposition au cas où on ait besoin de vous à un moment. Sauf qu'évidemment, que ce soit en termes de demande propre ou même de définition subjective que les personnes survivantes donnent à la notion de justice, c'est pas du tout ça qui ressort des entretiens. Ce qui sort des entretiens auprès de ces 30 personnes qui ne se connaissent pas et qui ont des histoires très différentes, c'est un consensus dont Herman elle-même écrit qu'elle ne se serait jamais attendue à ce qu'il soit aussi net. Et au cœur de ce consensus, ce qu'on retrouve, c'est deux demandes qui sont systématiques et qui passent avant toutes les autres. La première demande, c'est ce que Herman appelle l'acknowledgement, c'est-à-dire la reconnaissance. Que la vérité soit dite, et pas dans un bureau, pas sur un dossier, mais devant les gens qui comptent. Que la famille, que les proches, que l'institution où c'est arrivé disent à voix haute que ça a eu lieu et que c'était un crime. En somme, que tout le monde dise « je te crois », et c'est grave. Et donc évidemment, ce qu'elles ne veulent surtout pas entendre, c'est « des erreurs ont été commises ». Non. Elles veulent que ce soit clair, elles veulent que ce soit sujet, verbe, crime. La deuxième demande, c'est ce qu'elle appelle la vindication. Et moi, je vais faire exprès de dire vindication parce que vindication, c'est un mot qui n'est pas vraiment traduisible en français. Ça pourrait s'approcher du concept de réhabilitation, sauf que la réhabilitation, ça suppose qu'on doit effacer une condamnation antérieure. Pareil, être blanchi, disculpé, innocenté, tout ça, c'est se défendre d'une accusation qui est réelle, donc ça retire une faute, ça donne rien. Ce que vindication suppose, c'est plus précis que ça, c'est qu'on vous donne raison publiquement, que la communauté prenne parti pour vous et qu'elle en tire la conséquence morale, c'est-à-dire qu'elle puisse dire clairement de quel côté est la faute, et donc de quel côté doit vraiment aller la honte. Petite parenthèse, mais pas tout à fait inutile. En latin, vindex, c'est le garant, celui qui se porte caution pour quelqu'un. Selon l'étymologie classique, ça viendrait de vis, qui veut dire la force, et de dicere, qui veut dire dire. Et donc le vindex, c'est celui qui dit les choses avec force. Donc il y a une notion de défendre la liberté en tranchant en faveur de la vérité. Ce qu'on appelle la vindicta, par exemple, c'est la baguette avec laquelle on touchait l'esclave qu'on voulait affranchir. Et ce qui est marrant, c'est que cette même étymologie est donnée vindication en anglais, et qu'en français, ça est donné vindicte. Parce que la vindicte publique en droit, c'est littéralement l'inverse. C'est quand l'État poursuit votre agresseur à votre place. Voilà, c'était une aparté, mais je trouve ça intéressant qu'en anglais, le mot signifie une prise de parti pour vous qui vous libère, et qu'en français, il signifie un procès qui se passe de vous. C'est intéressant parce que vous verrez qu'une grande partie du reste de la vidéo tient exactement dans cette différence-là. Dans la vidéo précédente, on a essentiellement parlé de la honte et de comment et pourquoi elle s'installait systématiquement chez la mauvaise personne, celle qui est la victime. Et justement, la demande des personnes qui ont subi des violences sexuelles, c'est pas tant un montant de dommages et intérêts ou un nombre d'années de prison, mais c'est un déplacement. Herman, elle utilise l'image du fardeau et elle formule la demande des victimes avec ces mots-là.
que le fardeau de la honte soit retiré des épaules des survivantes et des survivants et soit posé sur les épaules des agresseurs. Le déplacement qu'elles veulent voir opérer, c'est donc une charge qui change d'épaule et un récit qui change de narrateur, qu'elles soient les seules à pouvoir décider de comment on raconte ce qu'elles ont vécu. C'est ça qui fait consensus. Alors évidemment, à côté, il y a des choses qui ne font pas consensus. Et en premier lieu, il y a la question des excuses de la part de l'agresseur. On se dirait spontanément que ça doit être une des premières choses dont elles ont besoin, sauf que justement, c'est peut-être un des points les plus ambivalents. En réalité, la quasi-totalité des personnes interrogées, elles ont plutôt tendance à s'en méfier des excuses. D'abord parce qu'une excuse dans la bouche de quelqu'un qui vous a manipulé pendant des années, c'est potentiellement l'occasion d'une manipulation qui va s'ajouter aux autres. Et ça, elles ont plutôt tendance à préférer se l'éviter. Et ensuite parce que beaucoup d'entre elles doutent carrément du fait que leur agresseur soit même émotionnellement équipé pour éprouver du remords. Et donc elles ne veulent pas se retrouver spectatrices d'une pénitence ultra performative parce que ça voudrait dire être obligé de regarder ça et surtout être obligé de réagir de la bonne façon pour pas qu'on leur reproche d'être cruel. Dans les autres sujets moins consensuels, il y a aussi la question de la vengeance qu'il ne faut pas éclipser et que d'ailleurs Herman n'éclipse pas dans son livre. Dans sa note méthodologique, elle écrit la phrase suivante. Puisque les victimes sont fréquemment stéréotypées comme des personnes assoiffées de vengeance, je leur ai spécifiquement demandé de me parler de leurs sentiments portés par la colère et par l'envie de vengeance. Et donc effectivement, cette démarche, elle a produit quelques réponses. Il y avait bien certaines personnes qui voulaient que leur agresseur aille en prison et qu'il y aille de préférence le plus longtemps possible. Mais même là, en réalité, l'objectif derrière ça, c'était d'avoir la certitude que la communauté comprend ce qu'il s'est passé et que la communauté tranche en leur faveur. Parce qu'encore une fois, au fond, comme on avait déjà commencé à l'ébaucher dans la vidéo précédente, c'est ça qui est primordial dans le vécu des victimes. La manière dont la honte se dépose sur la mauvaise personne et construit un récit de sa vie qui la prive de son agentivité. C'est sur ça que porte systématiquement leur demande et c'est ça et uniquement ça qui fait consensus. Et cette révolution dans la façon de voir les choses, de synthétiser autour de la honte les besoins des personnes traumatisées par des événements de cette nature, c'est important de le dire, elle vient d'un espace très précis au sein de la clinique du trauma. Il faut savoir que la théoricienne qui a posé en 1971 la distinction fondatrice entre la honte et la culpabilité, celle que toute la psychologie des émotions cite encore aujourd'hui, elle s'appelait Helen Block-Lewis, et vous avez peut-être déjà entendu son nom. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en réalité, Helen Block-Lewis, c'est nulle autre que la mère de Judith Herman, et c'est elle qui lui a appris les bases de la psychologie. Autrement dit, la fille de la théoricienne de la honte, c'est elle qui a passé 50 ans de sa carrière à documenter comment on la fabrique, pour finalement faire aboutir ce travail avec un livre sur comment on la remet sur les bonnes épaules. Bon, donc on a vu que ce que les victimes demandent réellement, c'est de la reconnaissance et de la prise de parti explicite de la part de toute la communauté. Mais il reste évidemment à poser la question la plus pratique qui est pourquoi est-ce que le système judiciaire, qui coûte des milliards et qui emploie des gens dont on peut suspecter qu'ils sont sincères, est incapable de répondre à cette demande? Et déjà, contrairement à ce que tous les politiciens de métier qui ont occupé le ministère de la Justice nous l'ont dit, c'est pas un problème de manque de moyens. C'est un problème de conception. Un procès pénal, ce n'est pas une victime contre un agresseur. C'est l'État représenté par le procureur contre un accusé. La victime, elle n'est techniquement même pas une des deux parties du procès. Ce qu'elle est, c'est un moyen d'obtenir des preuves. C'est une pièce à conviction qui parle à condition qu'on l'interroge. Et comme on a besoin que les pièces à conviction parlent, on les interroge beaucoup, quitte à les secouer un peu. Alors évidemment, la lecture que nous on devrait en faire, elle serait légèrement différente de celle de Judith Herman, parce que chez nous, en France, on a un truc qui s'appelle la partie civile. Donc c'est vrai que c'est un peu mieux que le système américain, parce que ça donne droit à la victime d'avoir un siège et d'avoir un avocat, mais ça change pas la question qui est posée au tribunal, parce que la question qui est posée, ça n'est jamais « qu'est-ce qui rendrait les choses plus justes pour vous ?», mais c'est « est-ce qu'on peut prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'il est coupable ?» C'est-à-dire que non seulement ce sont des questions très différentes, mais ce sont aussi des questions qui, pour fonctionner, ont besoin de choses très différentes. Et en l'occurrence, cette deuxième question, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme la victime en un témoin, et un témoin dont il faut tester la solidité. Le cœur du dispositif, c'est d'utiliser la victime comme une preuve potentielle. Or, le travail de la défense, c'est de remettre en question la fiabilité des preuves. Donc le dispositif tout entier va contraindre la défense à un rôle et à un seul rôle,
attaquer la crédibilité de la victime. Et c'est ce devoir-là qui légitime la violence envers les victimes. Parce que le seul moyen de s'attaquer à l'endroit d'où sort le témoignage, c'est d'aller s'en prendre à son comportement, à sa mémoire, à son intelligence, à sa tenue vestimentaire, et même jusqu'à son passé. Son but, c'est de détruire la capacité de la victime à faire valoir son récit, sa douleur et sa lucidité. Donc le dispositif qui devrait produire de la reconnaissance pour répondre à la demande de justice de la victime, quand il fonctionne normalement, ce dispositif-là, ce qu'il produit, c'est l'inverse. Il organise le doute public qui va peser sur elle et il le formalise dans le procès verbal. En 2024, l'Institut des politiques publiques a publié une étude sur 10 ans de plaintes. Et le résultat de cette étude, c'est qu'autour de 86% des plaintes pour violences sexuelles finissent classées sans suite. Et le motif majoritaire de ces classements sans suite, c'est pas que les plaintes elles étaient infondées, mais c'est que les infractions étaient insuffisamment caractérisées. Ça, ce que ça veut dire en langage pénal, c'est pas que c'est faux, c'est qu'on peut pas prouver dans les formes que ce que dit la victime est vrai. Évidemment, le ministère de la Justice, il a contesté la méthode de l'étude, estimant qu'elle surestimait les classements. C'est pas totalement faux, il y a certains points de calcul qui peuvent être discutés. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ce que raconte cette dispute-là. Il faut quand même voir que sur une question aussi importante, en 2024, et alors que la lutte contre les violences faites aux femmes a été la grande cause du premier quinquennat de Macron... C'est pourquoi, à nouveau, l'égalité femmes-hommes sera la grande cause du quinquennat qui s'ouvre. La France n'a pas de statistiques publiques consolidées, c'est-à-dire pas de chiffres officiels stables et publiés par l'État lui-même qui feraient référence. Et ce sur quoi porte le débat national, c'est uniquement sur l'ampleur exacte de ce fossé entre les plaintes déposées et les condamnations prononcées. Et pas du tout sur l'existence de ce fossé. Parce que, de fait, personne ne nie l'existence de ce fossé. Même la fourchette la plus basse de toutes les fourchettes basses, elle décrit déjà un système dans lequel la réponse ordinaire à une plainte pour viol, c'est le silence administratif tel qu'il s'incarne à la perfection dans le classement sans suite. Et puis, on l'a dit, ça c'est le cas majoritaire. Mais si on ne parle que de lui, on ne parle finalement que des endroits où le dispositif échoue à produire la réponse qu'on pourrait attendre de lui. Et donc si on regarde pas les quelques endroits où le dispositif a fonctionné, où le dispositif a produit une réponse, on se prive de parler de ce qui, à la base, était déjà de toute façon critiquable dans la conception du dispositif lui-même. Je pense qu'on est d'accord pour dire que le but, c'est pas de réussir à faire fonctionner un système pour à la fin se rendre compte que le système il était conçu pour produire des résultats pourris. Et donc la question à se poser, encore une fois, c'est dans les cas minoritaires où le système fonctionne et réussit à condamner, est-ce que au moins là, il livre ce que la victime demande? Et justement, il y a un cas assez parlant qui est documenté dans le livre de Judith Herman. Le cas de Rothschild, il est parfait pour notre question, parce que non seulement pour lui, absolument tout a marché comme promis, mais en plus, il se trouve que Rothschild, il est professeur de sciences politiques à l'université Brown et juriste de formation. Donc là, on parle de quelqu'un qui connaît le système, qui connaît la justice et qui sait exactement quel genre de réponse il aurait pu attendre d'elle. Quand il était enfant, Rothschild a été agressé sexuellement par le directeur du camp d'été de sa chorale de garçons à San Francisco. Une fois devenu adulte, il a décidé d'enquêter sur cet homme et comme il s'y attendait, en enquêtant, il a fini par trouver d'autres victimes. Il a commencé par porter plainte, suite à quoi on lui a répondu que les faits étaient prescrits, et puis il a attaqué au civil et ce coup-ci, il a gagné. Et il a gagné notamment parce que l'accusé n'a même pas pris la peine de se présenter à l'audience. Et ce qui est génial, c'est que, étant donné qu'il est juriste de formation, tout son récit, il peut le raconter avec énormément de lucidité. Il sait très bien pourquoi il a gagné. Il savait très bien, avant même que son avocat lui dise, que les gens vont le croire, parce que c'est un homme, parce qu'il est blanc, parce qu'il est hétérosexuel et parce qu'il est marié. C'est le portrait robot parfait de la victime crédible. Pour vous aider à prendre du recul un peu sur le procès, je répète le truc au cas où vous voyez pas à quel point c'est le cas parfait. C'est la victime la plus crédible possible, dans la procédure la plus favorable qui existe contre un accusé qui ne se défend même pas. Évidemment qu'il va gagner sur tous les plans. Il va gagner le jugement, il va gagner de l'argent et il va même gagner une forme de reconnaissance institutionnelle. D'un point de vue personnel, d'un point de vue individuel, sa victoire, elle était écrite d'avance et sa victoire, elle a été écrasante. Malheureusement, un récit d'agression tel que le sien et en réalité tel que la plupart des récits d'agression, ça ne finit que très rarement dans la joie et l'insouciance grâce à un triomphe personnel. Quelques années après le procès, Chait apprend par le bouche à oreille que son agresseur est parti refaire sa vie au Texas. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il y fait au Texas. Et moi je vais vous répondre, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait au Texas quand on a son profil et sa carrière? On monte une chorale de garçons. Il faut bien vous rendre compte de ce que ça veut dire ça. Le système judiciaire avait rendu son meilleur verdict possible dans les meilleures conditions possibles. Sauf que ce verdict n'avait ni dit la vérité à la communauté, ni protégé les enfants suivants.
Ce verdict, il n'avait livré aucune des deux seules choses que les victimes demandent à l'unanimité. Et cette incapacité, d'ailleurs, Herman, elle ne la découvre pas en 2023. Elle avait déjà publié là-dessus en 2003. Elle avait publié une étude sur la santé mentale des victimes confrontées à l'appareil judiciaire. Et ce que montrait cette étude, c'est que pour une partie d'entre elles, le passage à l'institution avait aggravé leur état. Et là, c'est pas une image, on parle d'une aggravation clinique, mesurable et mesurée. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, on fait quoi ? On brûle tout, on baisse les bras, on abandonne l'idée d'une justice qui puisse être un jour au service des victimes de violences sexuelles. Et non, c'est évidemment pas du tout ce que je propose en tout cas. Et Judith Herman non plus d'ailleurs. Et c'est tellement pas ce qu'elle propose qu'elle consacre la deuxième moitié de son livre à une exploration des modèles qui existent déjà et qui ressemblent, au moins par endroits, à ce que les personnes survivantes réclament. La première piste qu'elle explore, c'est celle de la justice restaurative. Le principe de la justice restaurative, c'est qu'au lieu d'un duel entre l'État et un accusé, on organise une rencontre. Une rencontre encadrée, volontaire, où l'auteur répond de ses actes devant la personne qui l'a agressé et devant la communauté, et où la communauté, précisément, prend parti. Sur le papier, c'est exactement la vindication, mais transformée en procédure officielle. Et Herman, elle prend l'idée très au sérieux, elle cite les théoriciens qui ont pensé le dispositif. Mais elle écoute aussi les réticences féministes historiques. Parce que le détournement possible, on le voit très bien. La version Wish de la justice restaurative, c'est celle où on demande à la victime de dialoguer pour que tout le monde puisse passer à autre chose. Dans ce genre de version, en fait, ce qu'on a, c'est une espèce de médiation qui, en réalité, ne sert qu'à une chose, c'est à blanchir tout le monde sauf la victime. L'institution, elle sait éviter le scandale, l'agresseur, il sait éviter les conséquences, et la victime, elle a dialogué. Donc, officiellement, tout est réglé. Face à ça, la position d'Herman tient en une seule ligne. L'outil vaut ce que valent ses conditions. Il faut que le volontariat soit réel, que ses sécurités soient réelles et que les conséquences derrière soient réelles. La deuxième piste qu'elle explore, c'est une expérience grandeur nature, une expérience qui a eu lieu à l'échelle d'un pays tout entier et qui s'appelle la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud. Alors, juste évidemment 2 mots de contexte pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, mais pendant près d'un demi-siècle, l'Afrique du Sud, elle a vécu sous l'apartheid. L'apartheid, c'est un régime de ségrégation raciale dans lequel il y a une minorité blanche qui a organisé sa domination politique, policière et économique sur tout le reste de la population. Ce régime, il va tomber au début des années 90, et donc le pays il va se retrouver avec une question sur les bras qui est impossible à résoudre. Qu'est-ce qu'on fait de plusieurs décennies de crimes d'État ? Parce qu'à la fin du régime, ce qui reste, c'est des dizaines de milliers de victimes de torture, de viols, de meurtres, de disparitions, et des bourreaux qui vivent toujours là, dans le même pays, parfois même dans la même rue que leurs suppliciés. Et donc la réponse qui a été inventée, c'est la Commission Vérité et Réconciliation, présidée par l'archevêque Desmond Tutu. Et le principe de cette commission, c'est que les victimes viennent témoigner publiquement de ce qu'elles ont subi dans des audiences qui sont retransmises à la radio nationale et que le pays entier écoute. Et à chaque fois, Tutu lui-même va aller honorer les victimes survivantes une par une et nommément. De leur côté, les bourreaux ils peuvent obtenir l'amnistie à la seule condition qu'ils avouent absolument tout ce qu'ils ont fait et qu'ils l'avouent publiquement. Autrement dit, cette commission, c'est de l'acknowledgement et de la vindication à l'échelle d'une nation entière. La vérité est dite avec force devant les gens qui comptent et la communauté prend parti. Et au sujet de ce dispositif, Judith Herman note qu'elle voit une grande qualité et un gros défaut. La qualité, évidemment, c'est que côté reconnaissance, c'est un succès sans précédent dans l'histoire. L'Afrique du Sud a prouvé au monde entier que dire la vérité et prendre parti publiquement à l'échelle d'un pays entier, ça se fait. C'est possible. Mais pour contrebalancer ça, il faut voir que la commission, elle a un très gros défaut, parce qu'il faut bien admettre que côté conséquences, c'est un échec total. Les bourreaux amnistiés, ils sont rentrés chez eux libres sous prétexte qu'ils avaient divulgué leurs crimes et leurs motifs politiques. Et pour ce qui est des réparations qui ont été promises aux victimes, en réalité, elles ont été complètement dérisoires. Et donc en fait, le bilan de toute cette organisation, il est en réalité plutôt désespérant. C'est-à-dire que les richesses, les terres, les positions de pouvoir que l'apartheid avait concentrées entre les mains de la minorité blanche sont, pour l'essentiel, rester entre les mêmes mains blanches. Donc oui, c'est une leçon particulièrement difficile de l'histoire, mais une leçon néanmoins très précieuse. La reconnaissance sans conséquences matérielles, ça finit en cérémonie médiatique. Les mots peuvent déplacer la honte, mais ils ne redistribuent rien, ils ne rendent pas les années qui ont été volées. Et sur cette question des conséquences matérielles, justement, le livre de Herman y change de nature de façon assez surprenante. Les derniers chapitres de Truth and Repair, ils ne parlent plus du tout de psychologie, ils s'appellent restitution, réhabilitation et prévention. Ça a le mérite d'être clair. Pour ce qui est de la conclusion, elle lui a donné un titre qu'elle emprunte à Juliet Mitchell, une féministe britannique qui publiait en 1966 un texte devenu classique dans lequel elle décrivait la libération des femmes avec ces quelques mots « C'est la révolution la plus longue ».
C'est la révolution la plus longue parce que cette révolution-là, elle ne demande pas de renverser un gouvernement. Elle doit défaire les structures qui organisent l'entièreté de nos vies, la famille, le travail, la sexualité, etc. Et si Herman termine son livre avec une conclusion qui s'appelle « La révolution la plus longue », c'est parce que sa conclusion à elle, après 50 ans de clinique, après des centaines d'entretiens, c'est que la violence sexuelle, c'est pas une série de faits divers regroupés sous un seul nom. La violence sexuelle, elle fait partie des fondements de cette structure. C'est une des manières dont un ordre social va tenir les gens, et en particulier les femmes et les enfants, à leur place. Et donc la justice pour les victimes, pour Herman, on ne doit pas l'attendre d'un système déjà existant. Elle est dans l'horizon de cette révolution-là, la plus longue qu'on aura à mener. Alors, dit comme ça peut sembler décourageant. Sauf que ça peut aussi se lire complètement dans l'autre sens. Parce que si la honte des victimes est une pièce porteuse de cet ordre, alors à chaque fois que quelqu'un, que ce soit une famille, une audience ou une communauté, prend parti publiquement pour une victime, il ne fait pas qu'un travail interpersonnel, il ne fait pas que la consoler, il retire une pierre à cet édifice. Le mémorial de Minneapolis, il peut vous paraître complètement dérisoire, et je comprendrais que vous pensiez ça, mais pourtant, il faut bien croire que c'est une des pierres retirées. C'est une très grosse pierre retirée à l'édifice de la honte et posée en public au bord du Mississippi. Alors oui, un monument, en fin de compte, c'est vrai, ça ne protège personne, ça ne punit personne et ça ne dédommage personne. Sur le papier, c'est peut-être même le geste le plus faible qui existe. Mais ça fait au moins 2 choses très importantes. Déjà, ça dit publiquement que c'est arrivé et que c'était un crime. C'est-à-dire que ça dit à tout le monde à la fois « je te crois » et c'est grave. Et ensuite, ça montre au reste des gens, aux personnes qui ne sont pas concernées et qui pensent qu'elles n'ont pas besoin de prendre parti, ça leur montre de quel côté se tiendra la communauté, avec ou sans leur voix. Un monument, c'est un lieu qui raconte une histoire. Et en avoir un qui raconte depuis les récits des personnes qu'on a cherché toute leur vie à décrédibiliser, à humilier et à gaslighter, c'est pas juste du symbole, c'est déjà du soin incarné dans la pierre. Alors, évidemment, c'est pas suffisant. Personne va chercher à vous dire le contraire. Mais quand Sarah Super a lu Judith Herman, ce qu'elle a compris, c'est que la charge ne changerait pas d'épaule tant que personne ne prendrait parti à voix haute. Elle a commencé par sa ville, en sachant que la suite serait longue, que ce serait même la plus longue. Mais qu'on n'arrête pas la révolution.